un miracle, on n'est pas à Lourdes, hein, puis même si on est à Lourdes, je crains que ce soit tout à fait possible. Par contre, ce que l'on va faire, c'est essayer de refaire réémerger ces compétences-là. Et pour ça, il faut faire des propositions. Si on prend l'exemple qui vient de se passer, on peut voir que certains étaient très à l'écoute du professeur et respectaient les consignes, et puis d'autres se sont laissés emporter par la musique, par l'envie de faire son tango, parfois même un peu endiablé. Là, on a vu des choses très intéressantes. C'est quoi ça? Eh bien, c'est immédiatement ce que la musique a réveillé comme mémoire. Immédiatement, le corps a retrouvé ses manières de fonctionner, de se déplacer sur un rythme particulier. Donc, comme vous le disiez, c'est vrai que l'invite qu'on va pouvoir faire auprès de ces personnes, eh bien évidemment, elle va partir soit en effet d'une appétence à faire, une envie, un plaisir, soit parce que j'aime particulièrement faire ceci ou cela. Alors, la mémoire et l'émotion qui va en découler, elle est uniquement portée par tous nos sens. Et ça, le sens, c'est très important. Nous ne pouvons pas être au monde sans nos sens. Quelqu'un qui serait malvoyant ou aveugle ou sourd, il lui manquerait une information bien particulière. Alors souvent, ces personnes vont être en capacité de ce qu'on appelle compenser. Hein, la personne malvoyante va plus utiliser le tactile, etc. Donc, en essayant de bien connaître les personnes à qui on va s'adresser, évidemment, quand c'est vos conjoints, quand c'est vos parents, bien évidemment, mais même quand on ne connaît pas forcément la population précisément à laquelle on va s'adresser, ben on va déjà faire commencer des tests. Alors les tests, ça fait un petit peu médical, mais j'entends par là qu'on va faire des propositions. Et puis on va voir quel est le sens que cette personne a le plus utilisé dans sa vie. Qu'est-ce qui a été le plus important pour elle? Nous avons tous des particularités sensorielles. Hein. Il y en a qui aiment mieux plutôt regarder, parce que là au moins je comprends mieux. Regardez, prenons l'exemple de faire un trajet en voiture. Tu vas passer là, attends, je t'emmène. Non, laisse-moi conduire. Parce que quand je fais le trajet, moi, après, je m'en souviens. Eh bien, toute notre vie, c'est un petit peu comme ça. Soit on va faire, avec les mains, bien sûr, soit on va, avec son corps, soit on va écouter plutôt. Moi, si j'entends ça, ça y est, je me le remets en tête. On va faire une recette de cuisine, par exemple, ou un bricolage. Si on le fait nous-mêmes, on aura cette trace, ce qu'on appelle mnésique, dans notre corps, inscrite un petit peu. Donc, nos sens, c'est quoi? Ben, on connaît, hein, c'est la vue, l'ouïe, l'audition, le toucher, qu'est-ce que j'ai oublié? L'odorat, bien sûr, on va en parler. Et puis là, par exemple, alors on parle généralement des 5 sens, on parle plus facilement des 7, voire des 9. Alors c'est quoi les deux autres? Eh bien, on l'a vu dans le tango, l'équilibre, hein, ce qu'on appelle le sens vestibulaire, celui qui nous permet de rester en équilibre. Et on l'a très bien vu tout à l'heure, c'est vrai qu'on a des personnes qui vont avoir peur de se lancer physiquement parce qu'elles ont déjà fait, hélas, l'expérience de la chute avec toute sa cohorte d'accidents ou éventuellement d'hospitalisation. Donc, tout à l'heure, on a vu que les mains pouvaient travailler, mais on peut aussi solliciter les pieds. À partir du moment où on est assis, qu'on est sécure et confortable, on va peut-être pouvoir oser des choses. Donc, vous voyez que le corps va pouvoir être mis au travail par l'équilibre. Et puis après, il y en a un, alors il a un nom un petit peu plus barbare, ça s'appelle la proprioception. La proprioception, c'est tous les récepteurs que nous avons dans nos muscles, dans nos articulations, dans nos tendons. Ce qui fait que là, par exemple, si vous regardez, vous me regardez en l'occurrence, mais si vous regardez vers la scène, vous n'avez pas besoin de regarder comment sont vos pieds, vous savez très bien comment sont vos jambes, vos pieds, etc. Vous en avez des informations. Donc plus on va stimuler tous ces sens, et plus on va essayer de laisser à la personne avec Alzheimer une capacité quand même à recruter ces sens-là pour aller chercher du partage, de la relation et un peu plus de présence au moment où elle est au monde. Hein. Donc, comment on va faire pour faire tout ça? Alors, je vous le dis, c'est vrai que si j'interviens auprès d'une personne ou de plusieurs, il est évident que pour chacun, j'essaierai déjà tout un panel de propositions sensorielles pour voir celle qui la stimule le plus. Donc ça, c'est un travail préalable à faire. Soit on connaît bien la personne, soit à ce moment-là, on va lui faire les propositions. Alors, on va faire des propositions sous forme de petits ateliers, de petites thématiques sur un canal sensoriel. Alors, ce qui est intéressant, souvent, enfin toujours, je dirais même, c'est plutôt d'essayer de cibler un canal sensoriel. Nous fonctionnons, nous, avec une multitude d'informations sensorielles, sauf que nous avons la capacité de les trier,
hein, de les hiérarchiser et de du moins de s'attarder ou de se concentrer sur l'un d'entre eux en particulier. Là, ici, les portes s'ouvrent, mais bon, on jette un œil, mais ce n'est pas une information capitale. Excusez-moi, madame, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Vous êtes importante. Mais je veux dire que là, on va plutôt se concentrer sur ce qui est dit. Par contre, en effet, si une personne rentrait et nous disait, bon, il faut absolument sortir, etc., on changerait d'orientation et on n'écouterait plus particulièrement ce qui se passe. Donc en fait, nous, toute la journée, tout le temps, nous sommes en train d'entendre des informations, de les traiter, et en effet de se rendre compte qu'elles sont pertinentes ou au contraire que là, bon, on n'a pas du tout besoin de ça. La personne avec Alzheimer va peut-être faire une fixation sur un bruit qu'elle entend, sur un mouvement qui va se passer, etc. Et à ce moment-là, c'est très difficile d'obtenir sa concentration et son attention si nous sommes en train, en effet, de travailler avec elle. Je suppose que vous pourriez nous dire que parfois, dans un cours, ou du moins une activité, on a des personnes qui vont se préoccuper peut-être de quelque chose ou de quelqu'un à côté, et il va falloir essayer de maintenir justement cette attention. Alors pour le faire, eh bien, on a recours à des petits jeux et des activités extrêmement simples. Il n'y a pas besoin d'aller au supermarché, voire dans des magasins spécialisés pour travailler avec ça. On a à notre disposition plein d'outils. Alors on en fera un petit peu tout à l'heure le tour, et puis vous viendrez, si vous le souhaitez, venir travailler avec. Donc par exemple, si je veux stimuler la vision. Alors la vision, elle me sert à quoi? Elle me sert à lire, elle me sert à voir, elle me sert à discriminer, c'est-à-dire faire la différence entre des images, par exemple, ou des objets que je peux montrer. Donc on va essayer de travailler sur... alors, en ce qui concerne cette discrimination, on peut proposer des objets différents dans les mains. Mes mains cachées, par exemple, dans un petit sac, dans une boîte à chaussures dont vous avez percé une extrémité, et on va cacher à l'intérieur peut-être un ou deux. On ne va jamais mettre beaucoup d'objets, ce serait trop d'informations. Donc on va par exemple prendre deux objets. On va les montrer, on va peut-être les évoquer, puisque nous allons aussi travailler sur le verbe, hein, mais peut-être dire en effet, celui-là est petit, celui-là est plus gros, celui-là est lourd, celui-là est plus léger, etc. Et une fois qu'on les a cachés, on va essayer d'aider la personne à l'identifier. Donc objet caché. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Soit elle a une capacité encore mémorielle qui est active et elle va pouvoir vous donner la réponse. Donc à ce moment-là, on va essayer d'élargir le champ justement de cette compétence. On était passé sur la vision, je suis passée au tact, mais ça c'est parce que je... voilà. Moi aussi peut-être. Donc on reste sur le tact et le toucher, donc grâce à ça, elle va pouvoir identifier. Si elle ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Si elle n'arrive pas à identifier. Alors de l'aide, bien sûr, nous sommes aidants. Mais par exemple comment? On pourrait le ressortir, bien sûr. On peut le ressortir pour être sûr qu'il a bien eu l'information visuelle et du coup va pouvoir la transformer en tactile, mais encore. Voilà. On peut l'évoquer. Hein? Alors, ça sert au repas, ça sert à la toilette, etc. C'était vert. On va essayer justement de retravailler vision, tact, en essayant d'enrichir jusqu'au moment où peut-être il faudra commencer à prononcer le mot, etc. Mais aller toujours le plus loin possible. Et puis, ce n'est pas un échec, c'est simplement une expérience. Et on va essayer de la multiplier. Donc, on fait du visuel tact. On peut aussi, par exemple, l'évocation est difficile. On va poser les images de ce qui est caché. Ce qui fait qu'on pourra peut-être montrer l'objet sans avoir à chercher son nom, son identité précise. Donc tout ce qui va être visuo-tactile, ça va être justement de faire le rapport entre justement ce que j'ai vu, ce que j'ai reconnu et ce que je peux peut-être en effet en dire. D'accord ? Ensuite, nous aurons recours aussi à du visio-cognitif. Cognitif, c'est la connaissance. Par exemple, j'aurai un objet, je reprends un objet que je vous ai apporté, une chaussette sale. Et puis, j'ai une image, chaussette propre. Quel est l'objet qui nous a permis d'obtenir ce changement? Ça s'appelle le phénomène de cause à effet. Hein? Et ça, souvent, on peut retrouver les personnes avec Alzheimer avec un objet dans les mains ou quelque chose, et puis qu'est-ce qu'il faut en faire? Et là, on ne sait plus.
Donc chercher à renforcer par le sensoriel, là en l'occurrence le visuel, mais on peut très bien, si on veut utiliser une vraie chaussette qui n'est pas très propre et puis une autre qui est bien propre, et puis demander qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. La machine à laver, ou peu importe le lavage quel qu'il soit. Pardon. Ah pardon, excusez-moi. Donc en fait le but c'est de recréer par le visuel par exemple, toutes les tâches qu'ils sont susceptibles de reconnaître ou de faire dans leur quotidien. Sur le plan visuel aussi, on va utiliser des images, par exemple, qui sont totalement différentes. Alors, quand je dis totalement, c'est parce que justement, je travaille avec des personnes Alzheimer, donc totalement, ça peut être juste la couleur, bien sûr. L'idée, c'est de faciliter le travail dès le départ. Il ne faut pas que les canaux sensoriels soient saturés d'informations et surtout de quantité de réponses à donner. Donc vous y allez toujours très doucement. Donc vous voyez que pour l'instant on est avec des choses que nous avons à notre disposition. Il n'y a pas besoin de réaliser des achats inconséquents. Sur le plan visuel aussi, on peut chercher à retrouver par exemple un intrus. Dans une liste d'objets, et bien évidemment on va essayer de trouver celui qui ne fait pas partie de cette famille d'objets. Ça permet de recréer des capacités à travailler, à faire au moins un minimum d'activité à la maison ou dans l'établissement dans lequel ils sont et qu'ils gardent encore cette autonomie de faire. Quand on va travailler alors purement sur le tactile, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que donner la main, prendre le bras, accueillir dans ses bras quand ce sont nos très très proches, eh bien, c'est une invite évidemment qui a fait partie de nos vies, mais qui parfois est encore un petit peu, pour certains, peut-être aversive. À un moment de la journée, moi j'ai des personnes qui me disent, bah, il voulait que je lui caresse le bras ou elle voulait que je lui prenne la main, et puis d'un seul coup elle m'a rejeté. Hein, parce qu'on sait que c'est très particulier, c'est-à-dire dans cette évocation sensorielle, on peut avoir aussi des personnes qui vont être irrégulières. Hein, dans leur réactivité. Donc cette invite, elle va faire partie de notre travail, c'est-à-dire toutes les propositions que nous allons faire, elles se font évidemment visuellement, hein, on va proposer ce qu'on amène, on se propose soi-même dans son environnement visuel, matériel autour, et puis évidemment, si on est amené à toucher ou à proposer le toucher physique, eh bien on ira toujours extrêmement doucement, en montrant et en étant sûr qu'il a bien compris ce qu'on va lui proposer à ce moment-là. Donc dans le tactile, on peut reprendre évidemment des choses, par exemple, qu'il ou elle a aimé ou qu'elle a pratiqué. Pour quelqu'un qui a été bricoleur, bon alors on fait attention avec les outils parce que des fois ça peut être un petit peu vif comme réaction. Mais on va essayer de lui redonner, ou excusez-moi, même si ça paraît futile comme ça, mais des jouets, hein, des faux marteaux, des fausses tenailles, etc. Pour voir un petit peu s'il reconnaît le geste et que la matière et l'outil dans la main redonnent cette envie de faire. Oui, c'est bien, c'est ça. Oui, il fallait taper sur un marteau, etc. Ou il fallait prendre la cuillère et remuer dans la soupe. Donc vous avez tous ces objets du quotidien que vous pouvez masquer ou pas pour donner et demander de l'information, pour voir un petit peu cette réminiscence grâce au sensoriel. Après, on peut aussi, évidemment, ce qu'on appelle le massage, le toucher thérapeutique, alors, en sortant évidemment de toute préoccupation thérapeutique, je veux dire, on n'est pas des masseurs kinésithérapeutes et on n'a pas cette vocation, mais simplement le toucher, les pressions sur le corps, tout en étant toujours extrêmement doux, mais pas trop léger non plus, parce que ça irrite. Hein. Si vous passez une petite plume sur le dos de la main, très vite vous allez avoir envie de frotter parce que c'est pas franc. Donc les pressions sur le corps peuvent être plus franches, plus nettes, pour que la personne reçoive bien l'information. Et puis évidemment, on aura toute la cohorte des outils très doux, différents, passer une petite éponge douce sur la peau et à contrario, on passe une petite brosse à dents et on fait bien la discrimination de se toucher. Et ça, c'est très important de garder toujours cette capacité à discriminer son environnement, puisque c'est hélas le problème qui se pose à eux. Il n'y a plus trop d'émotions face à. Alors on peut aussi travailler bien évidemment avec l'olfaction, puisque là par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a tous notre Madeleine de Proust, alors goût, olfaction ça marche ensemble, hein. C'est-à-dire que sur la langue nous avons des récepteurs sensoriels qui ne sont capables que de nous donner, vous savez les quatre amers, acides, sucrés, salés, et si tout le monde, peut-être certaines personnes ont eu le Covid, hein, donc il n'y a plus d'odeur, ben là
il n'y a plus trop d'informations. C'est très vague, c'est pas très agréable. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez écraser en bouche un aliment, vous allez recevoir donc ces 4 informations, mais vous allez envoyer au niveau de l'olfaction tout un tas d'éléments aromatiques, et ce mix entre le goût et l'olfaction s'appelle la flaveur. Et c'est celle-là qui vous donne vraiment cette plénitude lorsque vous croquez quelque chose, que vous mangez quelque chose. Donc c'est souvent un peu difficile de dissocier les deux. Si on s'attache particulièrement au côté olfactif, vous pouvez faire soit des réminiscences, soit des contes sensoriels olfactifs, pour justement essayer de créer ce souvenir. Si je fais sentir à quelqu'un le café, si je lui fais sentir la vanille, mais je peux partir sur les notes florales, on évitera les huiles essentielles qui sont extrêmement fortes et puis qui peuvent être quand même altérantes pour certaines personnes. On a déjà regardé tout un panel d'informations avec les sirops de fruits. Hein. Alors je vous montrerai tout à l'heure comment on fabrique des petites... Parce que n'achetez pas ces fameux lotos olfactifs qui se délitent extrêmement rapidement. Hein, on les voit et puis qui ne représentent pas les odeurs que la personne a aimées. Hein. Donc on n'hésitera pas à mettre, moi j'utilise, vous verrez, si vous avez les petits-enfants, les œufs Kinder hein, en plastique hein, qu'on perce et puis qu'on va remplir. Et sinon, il y a tout un tas de contenants, je vous en montrerai pour pouvoir utiliser ça. Alors là, l'odorat va être très important et on va pouvoir justement créer une mémoire sensorielle avec l'odorat. Les aider en effet, si par hasard l'odeur n'est peut-être pas assez franche, pas assez puissante, en disant ça tu l'as mangé, mais tu en as mangé beaucoup. On le mange quand on est petit, mais aussi quand on est grand, parce qu'on est un petit peu gourmand aussi, etc. etc. Et donc vous pouvez faire une variété. Alors attention, le sens olfactif sature au bout de 3 ou 4 odeurs. Hein. Donc encore une fois, on ne va pas faire toute la pléiade ce jour-là, hein. On en prend 2 ou 3, puis on va essayer de les discriminer. Est-ce que celle-là te plaît? Est-ce que celle-là te rappelle quelque chose? Et là, voilà le paradoxe de la mémoire Alzheimer, c'est que la mémoire immédiate est altérée alors que celle qui provient de l'enfance, de tout ce qui a pu être des histoires d'enfance et de partage auparavant, ça va devenir très enrichissant. Et donc là, on va pouvoir faire parler. L'olfaction, voilà, elle peut revêtir des outils variés et différents, je vous en montrerai quelques-uns. Encore une fois, on peut faire un mix, bien sûr, d'un canal sensoriel. C'est-à-dire que je peux avoir, si c'est trop difficile pour la personne, on peut avoir une odeur dans un récipient, et puis on va avoir l'image à côté. Hein. Ça peut être quand même un soutien intéressant que d'avoir le... Ah oui, ça c'est ça. Tu te rappelles comment ça s'appelle? Vous vous rappelez, bien sûr, comment ça s'appelle et est-ce que tu en as eu beaucoup? Ah oui, 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 oui. Puis moi, je faisais ça quand j'étais maman, je le faisais à mes enfants. Et là, c'est très riche. Et d'un seul coup, on voit le visage qui s'ouvre. Le sensoriel va faire justement appel à quoi? Aux émotions. On va finir encore avec les sens. Alors, pour ce qui est par exemple de l'audition, évidemment, on a entendu de la musique. C'est ce qui nous semble le plus pertinent à proposer. On peut aussi éventuellement travailler avec les enregistrements que peuvent nous faire la famille. Hein, voilà, on laisse des messages, on s'entend, et puis on se dit, bah, écoute, tu m'appelles, tu laisses un message, je ne répondrai pas, et puis là, du coup, on a toute la famille. Alors évidemment, on ne va pas lui faire passer tous les petits-enfants, l'arrière-ban et toute la clique, parce que le pauvre ou la pauvre, elle ne pourra pas, mais par contre, on va essayer de travailler sur une personne qui est particulièrement attachante, attachée. Ça ne disqualifie pas les autres, hein, mais c'est simplement, bon, elle la voit plus souvent, etc. Et là, on peut dire, alors qui c'est? Écoute bien, voilà, elle va dire son nom à la fin, est-ce que tu peux le dire avant qu'elle termine? C'est tout un tas de petits jeux comme ça, en plus de la musique. Après, évidemment, on peut travailler tout simplement avec une petite rythmique, c'est-à-dire que vous utilisez n'importe quel bâton à la maison, et puis soit on est face à face à table, avec une table ou un support, et on va taper un petit rythme, très petit, ça peut être tac, tac, tac. Et on va essayer de lui demander la répétition de ce rythme. En fonction du niveau dans lequel il se trouve, vous allez pouvoir augmenter. Vous pouvez aussi priver le canal visuel, c'est-à-dire que vous mettez un petit paravent devant, je fais mon bruit, est-ce que tu peux le répéter uniquement avec justement ce que tu en as retenu au plan auditif? Donc il y a tout un tas de petites choses que l'on peut faire. On peut faire des petits choix d'instruments très simples qu'on peut avoir. Donc la stimulation auditive, elle est importante parce que finalement, c'est celle qui est la plus délicate. Qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte et qu'on soit personne avec handicap de type Alzheimer, parce qu'en effet, il y a tellement d'autres choses qui nous informent que, oh, tu m'as dit quelque chose, ça nous arrive à tous, hein, d'accord? Les enfants à l'école,
on se plaint presque plus de leur manque d'attention auditive que d'attention visuelle. C'est un canal qui est un petit peu moins facile à retenir. Alors, si je vous disais une phrase, peut-être que oui, vous pourriez la répéter tout de suite, mais bon, peut-être qu'au bout de quelques moments, il pourrait y avoir un mot qui nous échappe, des petites sonorités. Donc le canal auditif est un petit peu délicat. Donc on va essayer d'être sur des temps courts, sur des sons qui sont bien parlants pour la personne, dans ses choix, dans ses musiques anciennes, etc. Enfin anciennes dans son époque à elle. Donc on sera toujours vigilant. Le but, c'est de ne pas les bombarder d'informations sensorielles, mais de prendre le temps de s'assurer qu'elles soient bien enregistrées, qu'ils soient bien ici et présents avec vous, et que dès qu'il y a un moment de fatigue, par contre, en effet, on va arrêter. Si on s'attache au plan gustatif, là c'est un jeu très intéressant qu'on peut faire au domicile. On peut le faire évidemment, bien évidemment au moment des repas, puisque là on va le faire. Mais ce qui n'est pas négligeable, c'est aussi de le faire avant. C'est-à-dire, en fait, de le préparer. Il y a des personnes qui me disent « bah, il vient à table, mais bon, après il mange, mais c'est difficile de l'inviter à table. » Eh bien, on va faire l'apéritif. Quand même, on connaît. Alors, l'apéritif, évidemment, ne sera peut-être pas pastis et olives, mais ça ne regarde que vous. Par contre, ça peut être aussi un temps où on va collecter des petits éléments de l'alimentation qu'on va faire. Ça peut être peut-être que visuel au départ, hein, mais s'il accepte, ça peut être de goûter un peu de ma sauce, un petit bout de pomme, que sais-je encore, mais du moment qu'il peut s'inscrire dans ce qui va suivre. Et là, à ce moment-là, l'esprit est préparé, comme l'apéritif, et là, peut-être qu'on aura une meilleure disponibilité pour venir manger. Évidemment, on leur fait ce qu'ils aiment, enfin, quand on est en famille, quand on est en collectivité, évidemment, il y a des menus, mais ça prépare aussi la personne, c'est-à-dire d'éviter la frustration du dernier moment. J'arrive à table, ah non, c'est encore ça. L'idée, c'est au moins qu'il se soit préparé. Je sais que tu n'aimes pas trop ça, ou je sais que vous n'appréciez pas, mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein, vous ne mangez pas. Cette préparation émotionnelle, elle anticipe justement les risques de comportement, d'irritabilité et de réaction, parfois de colère et de ce qu'on appelle les troubles du comportement. Donc au niveau gustatif, on fait ces petits jeux de reconnaissance aussi, mais surtout de visuel aussi, parce que ça permet à la personne de comprendre ce qui va se passer. Quand vous êtes avec des troubles de ce genre-là, vous avez une difficulté à prévoir ce qui va se passer. Hein. Et parfois, l'effet de surprise peut être choquant, bouleversant, déstabilisant. Donc l'idée de la préparation sensorielle, c'est déjà, par le visuel, par l'auditif, par le toucher, par exemple, c'est déjà de se donner les moyens d'apaiser un peu la réaction à venir. Donc cette mémoire sensorielle, elle est très importante dans les propositions qu'on peut leur faire. Qu'est-ce qui nous manquerait? On a fait le visuel, on a fait un peu le tactile, l'auditif, l'olfactif, le gustatif, aidez-moi, hein, parce que moi aussi c'est... On a tout fait? Le visuel, on en a parlé, l'auditif, le tactile, l'olfactif et le gustatif. Alors maintenant, il nous reste le mouvement. Les deux autres. Alors justement, le vestibulaire, on sera toujours extrêmement prudent, puisque s'il est altéré, ça veut dire qu'en effet, il y a risque de chute. Alors en effet, dans notre corporéité, on peut accueillir celui de l'autre, mais encore une fois, ça dépend s'il en a envie, s'il est suffisamment intime et si on a cette fonction-là à ce moment-là. Je ne parle pas des fonctions des soignants et des personnes qui s'en occupent en termes d'hygiène, etc. Donc évidemment, comment le travailler? Eh bien, dans sa sécurité la plus positive. Son fauteuil habituel, une chaise bien stabilisée, des accoudoirs si nécessaire, pour pouvoir en effet le posturer comme il aime être posturé. Ça voudra dire qu'on sera vigilant en effet au revêtement du fauteuil ou des petits, comment on appelle ça, là, des petits footstools, là, les petits tabourets que l'on va mettre sous les pieds. Il n'y a rien de pire quand vous n'avez plus vos appuis que l'angoisse que ça peut générer. Donc évidemment, on est tous assez adultes pour avoir les pieds qui posent sur le sol, mais parfois on a besoin d'un angle un petit peu plus resserré, ou alors si on a affaire à une petite personne, elle ne sera pas stable, elle va chercher, sa préoccupation, ça va être de retrouver les appuis des pieds, et du coup, si je ne suis préoccupée que par ça, je suis plus disponible. Donc on s'assure qu'il soit bien installé, d'accord?
Et une fois qu'on est bien installé, en effet, on va pouvoir faire des tentatives. Alors on se rassure, déjà on enlève les mains des accoudoirs ou de la table, et puis on va peut-être commencer à lever un pied, puis l'autre pied, puis de bien sentir un petit peu ce qui se passe. On va se pencher en avant, on accueille aussi avec nos mains pour retenir si c'est pas vis-à-vis d'une table. On va se pencher un petit peu sur le côté. Ou à quel moment ça bascule, mais on est là, on retient et on accompagne. Nous on sait, on le voit dans le regard, hein, l'anxiété qui vient, donc ça veut dire hop là, attention, on se remet droit, etc. On ne génère pas d'angoisse, bien évidemment. Les équilibres vont se travailler si la personne est capable d'être debout tout à fait dans un atelier de ce type. Hein. Les balancer, bon, tout à l'heure on a vu parce que c'était nécessaire d'aller un peu plus vite, mais prenons le temps de voir s'il est capable de lâcher le sol ou si en effet il faudra toujours un contact, que ce soit la pointe, le côté de la jambe, jusqu'au moment où en effet on peut balancer. On a toujours nos mains ou on a quelque chose sur le côté qui retient, etc. On se penche en avant, on pourra aussi accompagner les personnes dans le travail de prévention de la chute. Hein, ça, ce sera aussi avec le corps médical, mais ça, vous les laisserez faire. Mais si vous êtes aidant professionnel ou si vous intervenez par ailleurs, en effet, il faudra avoir les conseils de ces professionnels-là. Maintenant, on passe au proprioceptif. Ça, c'est-à-dire ce qui nous donne cette corporéité, ce qui nous redonne ce sens de soi. Si on a le sens de soi, on a le sens, d'abord on a un peu plus confiance en nous, parce qu'on sait que voilà, je fais attention parce qu'il y a une marge, je passe une porte, je ne m'y cogne pas. Si j'ai le sens de moi, ça veut dire que fortement, on doit pouvoir avoir le sens de l'environnement et le sens de l'autre. Encore une fois, la danse, par exemple, hein, ou le contact physique. Donc pour ça, il faut être sûr, on fait faire parfois des dessins du bonhomme. Le dessin du bonhomme, c'est un test qu'on fait avec les enfants, les petits, les plus grands, mais qu'on va refaire souvent avec les personnes âgées parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une désorganisation totale du corps. C'est extrêmement surprenant de voir la trace que la personne va pouvoir faire d'elle. Même si elle vous fait un bonhomme bâton, c'est pas très grave, mais ça veut dire qu'elle a cette cohérence entre la tête, le corps, les jambes et les principales articulations. Parfois, on voit que le bras est à distance, les pieds n'existent plus, etc., etc. Alors vous allez me dire, bah oui, le dessin du bonhomme, c'est pas tellement... Mais même dans la répétition, ou simplement je me regarde et j'essaye de tracer un petit peu ce que je suis en représentation, eh bien on a des désorganisations parfois importantes et inquiétantes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut à la fois recréer de l'enveloppe et recréer l'organisation dans cette enveloppe. Alors, recréer l'enveloppe, ça peut être du toucher, si c'est accepté, soit du toucher, l'auto-toucher, je touche ma tête, je touche une épaule, je touche l'autre épaule, les jambes, etc. Soit la personne peut le faire, soit on l'invite à le faire, soit elle nous autorise à le faire en tout respect et toute humilité oui, humilité. Donc on peut déjà créer ce qui fait enveloppe. On peut utiliser alors les vêtements quand vous vous habillez ou quand vous accompagnez l'habillement, hein, pour bien faire sentir, oh ce pull, dis donc, c'est un tel qui l'a tricoté ou qui te l'a acheté, tu te sens bien dedans, regarde, est-ce que tu peux bouger ton corps, tes épaules, c'est important d'avoir ce ressenti, donc au niveau vestimentaire, et ensuite on peut travailler dans la journée avec des châles, des pans de tissu qu'on va venir mettre autour des épaules, sur les jambes, autour des jambes, évidemment toujours avec l'accord de la personne. Ces exercices-là, ils se font soit dans le quotidien avec vos conjoints ou vos parents, soit évidemment dans un établissement où on aura vérifié que ce toucher-là est possible, etc. On va travailler sur la reconnaissance. Alors, c'est pas toujours facile pour eux de fermer les yeux, mais on peut faire un petit peu un système de cache. Et puis, où est-ce que je te touche? S'il y a besoin d'un intermédiaire, on va toucher avec un petit bâton. Ça peut faire peur le bâton, mais on peut prendre ne serait-ce qu'un objet intermédiaire, hein, et puis sinon moi je propose aussi, alors ça sort de son cadre, mais c'est, vous savez, les frites de piscine, hein, qu'on va couper à une distance normale et puis on va toucher avec. On a un toucher quand même clair, mais qui est médiatisé, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le contact direct, ça peut gêner aussi. Et donc je vais toucher ça. Où est-ce que je te touche? Tes épaules, oui, bien. Alors ton genou. Regarde, enfin, non, regarde pas puisqu'on ne peut pas regarder, on essaye de ne pas faire, mais essaye de ressentir un petit peu ce qui se passe. Là, tu vois, je suis plus sur ta cuisse. Eh bien, c'est pas grave, on retouchera de nouveau et on essaiera de restimuler. Donc, on va faire tout un travail de ce genre. Et évidemment, plus la personne est autonome et active physiquement, plus on va lui faire des propositions intéressantes, de rouler le pied sur la balle, de toucher devant, derrière, sur le côté, etc., d'un côté, de l'autre. Voilà, alors,
on retombe dans des chorégraphies ou dans des positions comme ça. On peut leur demander de s'imiter. Regarde comment je suis avec un pied comme ceci. Évidemment, tout ça, bien sûr, c'est en fonction de la compétence. Mais même assis et attablé, nous pouvons aussi mettre une main en l'air, mettre une main sur notre tête, faire de l'imitation pour voir si justement cette représentation de l'autre fait écho à sa propre représentation. Et tout ça, ça fait jouer en effet toute la mémoire, parce qu'on est bien là-dedans, sensorielle, du corps propre et du corps de l'autre. On peut le travailler aussi avec des objets, hein, on les dispose, et puis je te demande de me donner celui-là, puis celui-là. On peut le faire un par un, et on peut le faire aussi, ce qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle la planification de tâches. Je voudrais le stylo et ensuite la gomme. Et essayer de faire respecter l'organisation, parce qu'en effet, on fait faire des recettes hein, aux personnes atteintes d'Alzheimer, parce qu'en effet, il y a un protocole à suivre, et ce protocole, c'est justement ce qu'on appelle la planification de la tâche. Cette planification de la tâche, nous le faisons tous les jours, pour plein de choses. Je vais commencer mon repas, je vais d'abord attendre, il faut d'abord que j'épluche mes carottes et que je décongèle d'abord ça. Et tout ça, nous, on le fait en permanence. Eux, des fois, sont sous une forme de sidération, parce que eh bien oui, mais par quoi je commence? Donc ils ont perdu ce sens de l'organisation, du geste et de l'action. Planification de tâches, c'est très important. Donc vous voyez que là, on a donné beaucoup d'importance à tout ce qui est sensoriel, parce que ça génère une action, une confiance en soi, une maîtrise de l'environnement, et surtout, ça va faire apparaître des émotions. Ne prenons que l'exemple, par exemple, si je prononce ici le mot chat, je pense que j'aurai, si vous me renvoyez des images, autant de chats qu'il y a de personnes. C'est-à-dire que chacun va faire appel à son expérience propre, celui qu'il a à la maison, celui qu'il avait quand il était petit, celui qu'il a vu hier dans le jardin du voisin, etc., etc., parce que nous faisons appel à notre mémoire. Et immédiatement, nous avons une émotion qui vient s'y rajouter. Oh, ce chat, qu'est-ce qui est agaçant, il vient toujours à faire pipi sur mes plates-bandes, ou au contraire, oh, qu'est-ce que j'aime bien quand mon chat se pose sur mes genoux et ronronne. Donc vous voyez bien que si nous nous promenions ensemble dans la rue, on est à deux personnes, on voit un chien à une cinquantaine de mètres, il y en a un qui va le caresser et l'autre qui part en courant. Pourtant, nous avons vu la même bête, d'accord? Mais nous l'avons chargé émotionnellement de toutes les expériences que nous avons eues. Et ce sont ces expériences-là qu'on va essayer de faire réémerger. Alors évidemment, on ne va pas lui mettre des chats s'il a peur des chats, etc. Mais on va essayer justement de trouver des moyens de faire parler. L'émotion, ça va être très important. On peut utiliser soit l'expression de la personne si elle en est capable, soit si les mots lui manquent, on peut utiliser ce qu'on appelle une roue de l'émotion. Je vais vous en montrer une. Donc on peut travailler avec des petites choses qu'on peut imprimer ou qu'on peut faire fabriquer soi-même. Et ça va être très important quand vous sentez qu'une personne réagit, même très positivement, hein, ou il y a des choses qui ne vont pas, mais elle n'est pas capable de l'exprimer. On fait très attention parce qu'une émotion, on le sait, hein, une émotion rentrée, c'est une émotion qui va ressortir à un moment. Donc, pour éviter les troubles du comportement, les manifestations émotionnelles un peu fortes, on peut peut-être à la fin d'un atelier, ou quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, utiliser cette roue. On essaye de l'aider à identifier ce moment, la tristesse, la colère, la joie, hein, parfois la surprise ou le dégoût, pour justement l'aider à mettre des mots. Il peut les mettre sur cette émotion, il ne peut pas, et on va faire des tentatives. Alors on est prudent parce qu'on ne veut pas induire quelque chose, mais s'il se positionne sur la tristesse, peut-être qu'on peut nous aussi utiliser le faciès de la tristesse. Oh, je suis triste, c'est ça que tu veux me dire? Ou alors je suis très en colère, et à cause de quoi? Et là peut-être justement aider à sortir cette émotion et sortir justement ce qui nous a déplu, qu'on a entendu, qu'on a vu, qu'on a touché, etc., qu'on a senti aussi. Donc l'émotion, la sensation et la mémoire sont extrêmement impliquées. Et en faisant ce travail de boucle sensorielle avec tout ça, on peut atténuer des comportements, on peut réveiller des souvenirs. Alors attention, ça ne dure que le temps d'une rose. Mais nous avons appris cette temporalité avec nos conjoints, notre famille. Mais la difficulté pour nous, c'est que nous nous projetons. Nous nous projetons dans le plaisir d'avoir fait, nous nous projetons dans le désir d'aller à, nous nous projetons dans la réminiscence de ce souvenir. Pas eux. Par contre, il va falloir qu'on soit humble à ce niveau-là et que se dire que si nous avons passé un très bon moment avec eux, ici et maintenant, eh bien, ça suffira.
il ne pourra rien en faire, peut-être. Peut-être qu'il ressortira à un moment, tant mieux. Mais ne le cherchez pas trop, vous seriez très déçus. Essayons de vivre le moment que nous venons de vivre avec eux, intensément. Regardez ce plaisir quand il a lieu, regardez cette émotion quand elle vous apparaît. Peut-être en restera-t-il une trace, mais peut-être qu'elle ne sera pas exprimée. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est ce moment-là qui a été magique, c'est ce moment-là qui est une trace de plus dans ce chaos mnésique et ce chaos d'émotions que la personne va ressentir. Mais de toute façon, remplissez-vous, et remplissez là ou le, d'émotions positives. Ça ne peut être que bénéfice pour son comportement habituel. D'accord ? Donc la dimension un peu théorique, on va peut-être la revoir encore avec les outils que je peux vous proposer. Mais... Alors j'aimerais bien peut-être que 2-3 personnes viennent, parce qu'on ne pourrait pas le faire passer à tout le monde, mais est-ce que 2 ou 3 personnes souhaiteraient venir un petit peu... Alors il n'y a pas de notes à la fin, hein, je vous promets, il n'y a pas de devoir sur table. C'est simplement... Je suis trop près. C'est d'expérimenter. Alors, pour la roue de l'émotion... Vous voyez, c'est une petite roue très simple, hein, basique, avec les émotions principales. On parle de 6 émotions principales. Le reste, c'est des sentiments. D'accord ? 6 émotions, la colère, la tristesse, la joie, etc., etc. Après, toutes les nuances qu'il y a entre chacune relèvent du sentiment. C'est déjà plus élaboré, c'est plus conceptuel. Ça demande plus d'explications. Restez toujours sur les 6 émotions principales. Et même si vous avez affaire à une personne qui est peu mobilisable au sens cognitif, travailler sur la joie, la colère par exemple, hein, ou la joie, la tristesse. Quand vous cherchez à faire de la discrimination, c'est-à-dire de la différenciation, travaillez toujours sur 2 extrêmes. Si je veux montrer à quelqu'un qu'un pot est lourd et l'autre est léger, il faut d'abord que je passe à très léger, très lourd. Les nuances viendront au fur et à mesure s'il en est encore capable. D'accord ? Donc toujours simple au départ. Et là, avec la petite flèche, eh bien, on va essayer de matérialiser l'expression de son émotion. Accueillez-la toujours, quoi qu'il se passe. Venez, n'hésitez pas. Quoi qu'il se passe, acceptez-la. Il vient, je ne sais pas moi, de casser quelque chose. Et il vous dit, je suis content. Ne sautez pas sur lui en disant, ben non, tu vas casser mon truc, moi je suis pas contente et tout. Non, alors pourquoi tu es content ? Essayez de faire en sorte qu'il puisse, malgré tout, en dire quelque chose. Peut-être qu'il peut vous dire, oh bah parce que tu m'embêtais avec ton truc là. C'est merveilleux. Hein, excusez-moi, mais c'est merveilleux. Donc c'est une bonne émotion. Donc au lieu de dire, ben non, avec ça on n'est pas forcément content, accueillez. Mais essayez autant que possible de le faire parler. Ou alors à ce moment-là, si c'est vraiment pas très cohérent, dites-lui, tu vois, moi s'il m'était arrivé ça, moi là je serais là. Et parlez pourquoi vous le seriez. Mais ne jugez pas son intervention, voilà, essayez plutôt d'en comprendre le sens. Alors, en effet, je vais venir vous inviter à vous approcher. Alors, je vais quitter le micro, ça va quand même, hein? Alors, sur le plan olfactif, par exemple, alors j'utilise, comme vous le voyez, des petits œufs Kinder que j'ai percés. À l'intérieur, il y a une lingette, une gaze, un Kleenex, sur lequel vous avez mis en effet des essences, pas d'huile essentielle, hein, mais des flaveurs, hein, des arômes. Donc là, par exemple, si je vous le donne, est-ce que vous auriez une information à nous donner? Ne vous dites rien pour l'instant, vous passez à votre voisine. Alors, sans dire le nom de ce que c'est, d'accord, sans dire le nom, qu'est-ce que ça vous évoque, sans dire le nom? Écoutez, comme sensation, vous voulez dire? Comme sensation. Fraîcheur, Oui. donc soleil, voilà. D'accord. Un petit peu d'amertume, on peut sentir, de rafraîchissant, c'est vrai, un petit peu acide, un peu vert, nature. C'est pas grave. C'est l'acidité aussi, puisque j'ai l'impression que c'est solaire Oui. et doux, agréable quand même. D'accord.
est-ce qu'on aurait déjà nous une idée? Parce que là, vous voyez, comme pour l'histoire du chat, je vais tirer l'exemple. Comme pour l'histoire du chat, solaire, rafraîchissante, acide, je ne sais plus ce que vous avez évoqué comme deuxième mot, c'était solaire. Qu'est-ce que ça vous évoquerait? Ah, bravo, hein, c'était ça? Très bien. Le citron. Alors, attendez, parce que... Alors, les agrumes, hein, de manière générale. Alors, je refais celui-ci. Vous allez passer à vos voisines. Dans un premier temps, on ne dit rien. On sait, parce que j'ai choisi des choses, il faut évidemment... En un doute. Oui. Et non, bien sûr, chacun nous avons des... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour l'instant, on va parler de sensations. Vous pouvez secouer un petit peu, parce que des fois, il faut aussi stimuler. Alors, on y va pour les ressentis. Non pas le mot, mais le ressenti. Ça fait penser donc des pâtisseries. Oui. Donc un petit peu exotique comme un parfum. Oui. Oui, épicé, doux, enveloppant, enfin, ça fait un peu cocon, c'est une odeur qui est... Ça rappellerait l'époque de l'année particulièrement? Oui, pas spécialement pour moi, mais c'est assez enveloppant, c'est une odeur qui est facilement reconnaissable. Et, bien que je... Alors, moi c'est toilette, parfum, toilette, Toilette, dites-nous, rassurez-nous. savonnette. D'accord, oui, voilà. Voilà. De rentrer dans les toilettes. Non. Toilette, savonnette, odeur agréable florale. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez, vous, une idée sur ces informations-là? Ah, j'ai entendu cannelle. Hein, alors j'attendais un peu Noël, parce que, mais peut-être pas tellement dans nos régions. Hein. Si je l'avais fait sentir à Strasbourgeois, je pense qu'il aurait dit marché de Noël. Hein. La cannelle, d'accord? Donc voilà. Alors j'en ai d'autres aussi. Bon, on peut pas tout faire, mais par exemple, vous voyez, j'ai rempli encore avec de la lavande. Alors voilà, ça c'est des petits contenants de seringues. Alors vous pouvez faire deux choses. En effet, là par exemple, du coup, ça se voit à travers. Hein. Donc on peut les masquer. Après, j'ai le café, d'accord? Et puis, qu'est-ce que j'ai mis en dernier? Alors le miel sous forme... Regardez, sentez ça, c'est du miel, mais j'aimerais que ça évoque des choses. Peut-être que certaines personnes, oui. Non, mais prenez votre temps, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on est déjà à 3 odeurs. Hein. Donc pour les personnes, il faudra aussi comprendre que trop, au bout d'un moment, il y a une anesthésie et on n'est plus en capacité de le faire. Ça, c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est calmant. Oui. C'est calmant, c'est pas de l'ordre du pansement, enfin, mais c'est quelque chose qui fait du bien. Oui, c'est sucré. C'est pas facile, les amis, je vais vous dire, c'est pas facile. C'est sucré, mais c'est pas fort comme... C'est agréable comme odeur. C'est très agréable. C'est très agréable, ça me fait penser à un arbre. Un arbre. Alors tout ça, ce sera très riche. Parce que c'est vrai que là, on est en atelier. Mais n'hésitez pas, ne lui dites pas, mais non, c'est pas un arbre. Attends, on finit notre atelier. La pensée en arborescence, ça appelle la mémoire, ça appelle l'émotion. Donc c'est pas très grave. Hein. Donc, alors, on est sur du miel, quelque chose qui est doux, qui est enveloppant, qui est, comment dirais-je, vous avez vu, quelque chose qui vous dirait quelque chose? Bon, ça me rappelle le printemps. Ouais. Donc, avec du miel, quelque chose qui est enveloppant. On a parlé de pansement, et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est l'odeur, vous savez, le miel rosa qu'on mettait sur les lèvres. Donc, on est tout à fait dans ça. L'arbre, je ne l'ai pas vu, mais ça, c'est pas grave, ça vous appartient. Le châtaignier, eh bien, pourquoi pas. Hein, je ne suis pas maître des odeurs, hein, quand même. Hein, je ne suis pas néant.
Alors c'est un lait corporel au miel et qui s'apparente justement à tous ces produits qui sont, le miel est un cicatrisant, hein, donc en effet ça relève de ça. Très bien, alors ensuite on va travailler, alors sur le plan du toucher. Alors, il suffit d'avoir un petit sac que vous fabriquez, un gant de toilette, etc. Et puis, à l'intérieur, vous allez mettre des objets du quotidien. Ne cherchez pas midi à 14h, une pince à linge, moi j'ai mis ce que j'ai dans mon cabinet, des perles, etc., etc. Alors, de deux choses l'une. Soit, en effet, vous allez leur montrer d'abord les objets qui sont à l'intérieur, soit ce sera sous forme d'image. Et une fois que ces objets ont été bien identifiés, alors on peut le faire au préalable, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça? Je sais que tu le prends quand tu t'en vas au jardin, oui, dans quelle partie du jardin, enfin bon bref, essayez de le... Hein. Alors, c'est vrai que si l'évocation du mot est difficile, c'est là qu'on utilisera les images, hein, pour ne pas le mettre en difficulté dans la traduction de ce qu'il ressent, mais l'aider, voilà. Alors, une fois que c'est mis dedans, on fait piocher dedans, on ferme bien, puis on regarde bien qu'il ne voit pas. Et avant de sortir l'objet, on va essayer d'obtenir son identification. Ah ben oui, ce que vous avez dans la main. Alors que c'est très utile, hein, aux femmes surtout. Oh, pas un poil. Oui, ça sert, c'est pour la propreté, c'est pour le linge. Donc extérieur, les stationnages extérieurs. C'est bien pour les femmes, hein. Tu vas la voir des Bangladesh, hein. Ah bah moi le mien il est temps. Donc, soit il est capable, ou elle est capable, on sort pas, on doit d'abord dire. Donc en effet, l'idée c'est l'évocation. Si on disait le mot parce qu'il est capable ou qu'il montre l'image, ce serait peut-être trop rapide. Il faut aller chercher, cette expression d'émotion. C'est une petite boule, Oui. douce, et à chaque pôle de la boule, il y a un trou. Donc, on peut enfiler quelque chose, donc ça peut être une perle. oui, parfait, d'accord. Donc l'évocation du mot, nous aussi elle nous perturbe parce qu'on a tellement l'habitude de faire, prenez n'importe quel objet, on a tellement l'habitude de faire qu'on ne voit plus ces objets sous cet aspect-là. C'est intéressant de les remettre au travail. On essaye d'en parler. Alors, c'est une boule un peu plus grosse, sans trou. Donc, ça peut servir à jouer. Ouais. Est-ce qu'on aurait peut-être un jeu très spécial à faire avec cette chose, cette balle? Ce ne peut pas rebondir, en tout cas, donc déjà. Et peut-être, oui, on peut faire des jeux sur une table, par exemple. Alors, on peut pousser. En tout cas, par contre... Donc voilà, des petites choses comme ça du quotidien qui peuvent énormément aider. Ensuite, alors je vais peut-être pas tout vous montrer, mais il y a plein de choses aussi. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des images séquentielles. Alors là, pas forcément, vous mélangez, alors soit vous découpez dans des magazines ou dans une histoire, ou vous dessinez sommairement une petite suite. Alors je pense que les suites séquentielles, ça par contre, ça s'achète... il y en a certainement dans les jeux d'enfants, il ne faut pas se priver, hein, ce n'est pas parce que c'était pour les enfants, mais par exemple, vous aurez 5 ou 6 images à remettre dans le bon ordre, d'accord? Donc on va chez le coiffeur, d'abord on pousse la porte, ensuite on va se faire laver les cheveux, ensuite il va couper, ensuite il va nous coiffer, et ensuite on sera tout pomponné pour sortir. Donc on essaye de redonner du sens à tout ça, sous forme de petites séquences, de petites histoires. Alors on peut les trouver même dans un livre d'histoire d'enfants, etc. Alors, oui. Est-ce que le jeu de cette famille est dans le même registre? Oui, bien sûr. On est dans une séquence. Ce n'est pas une séquence temporelle, puisque, bon, on peut placer le premier là où on veut, hein, etc. C'est plutôt une séquence, une suite organisée, puisqu'on sait que dans le jeu des 7 familles, il y aura toujours les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Donc là, peu importe à la limite dans quel sens on va la mettre, mais par contre, en effet, s'il nous en manque un, ce n'est pas complet. D'accord? Donc ça, c'est plutôt quelque chose voilà, de l'ordre de l'organisation, non plus de l'organisation temporelle, mais organisationnelle. Hein? C'est-à-dire qu'il faut tant de choses dans cette activité.
Pour les images séquentielles, on est vraiment plus dans que faut-il faire avant, pendant. On peut prendre par exemple, vous savez tout bêtement, l'image d'une fleur qui au début n'a qu'un cœur et une tige, et puis on va rajouter un pétale, 2 pétales, 3 pétales jusqu'à la fin. Et on voit bien qu'à ce moment-là, la personne, si elle l'organise bien dans le temps, on ne peut pas mettre la queue et puis la fleur complète et repartir avec une. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors on peut faire le petit jeu, hein, je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, etc. Mais voilà. Alors au plan, je pense que vous pouvez aller vous rasseoir parce que là c'était plus des expériences. Alors pour ce qui est du gustatif, alors on peut travailler aussi avec le visuel, avec les ombres portées. Hein, d'accord? Donc on identifie un objet et on essaye de repérer son ombre. Là c'est la vision dans la globalité. Hein, est-ce que je peux faire une identification à partir d'une forme globale, sans détail? Est-ce que je peux retrouver l'image précise? Alors ici, c'est par exemple une petite roue de la fortune qu'on va faire avec les aliments. Hein, donc ça peut être un petit jeu qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire qu'on va disposer des images sur un tableau, quelque chose de sucré, peu importe, et puis on va tirer au sort ce que l'on doit en faire, ou ce que tu dois proposer à l'autre. Là, c'est infini. Hein, ou alors de composer un petit menu. Déjà, hein, pour faire réminiscence aussi du goût. Et là, on aura des très belles surprises, surtout, je pense, à des personnes Alzheimer assez avancées, qui ont peut-être perdu de l'autonomie, et peut-être mangent mixé pour des accidents de fausse route. Alors vous allez me dire, mais dis donc, c'est pervers ton truc là, parce que tu vas lui montrer des belles images de repas ou de plats, et puis il va avoir après sa soupe un peu mixée. Alors je dirais que c'est pas grave, mais le but c'est de faire parler. Et de dire, oh là 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 là, mais ça j'en ai fait quand j'étais jeune, moi c'était ce que j'adorais faire. Puis alors mes petits-fils quand ils venaient, alors là c'est très important justement de pouvoir remonter le cours de l'histoire pour aller réinterroger tout ce que la personne a été en capacité de faire. Le plus dur dans une pathologie, c'est d'un seul coup d'être privé de son autonomie et de sa capacité de réflexion. Et à ce moment-là, l'autre va le faire pour nous. Et par bienveillance, bien évidemment, par amour, par ce don de soi qu'on a envie de donner à l'autre, dans ces cas-là. Mais par contre, l'idée, c'est quand même de lui redonner de temps en temps sa capacité de réflexion, de jugement et d'analyse de ce qui se passe autour de lui. Donc, vous voyez qu'avec plein de petites choses de l'intérieur du domicile ou d'une structure simple, on va pouvoir faire des propositions intéressantes. Ce que je vous inviterai à faire, c'est surtout d'essayer de cibler un sens pour ne pas être en surcharge, ce qu'on appelle la surcharge sensorielle, et toujours d'essayer de cibler une capacité sensorielle, quitte à en faire peut-être plusieurs. Faites attention à l'olfaction parce que vous voyez qu'on sature très vite. Faites des propositions d'abord, essayez de voir si des choses risquent d'être repoussantes ou au contraire très attrayantes pour justement enrichir ce temps-là de travail. Bonnes expériences et surtout vivez le moment présent parce que évidemment il est ce qu'il est, mais il est très important. Merci beaucoup. Avez-vous des questions à poser à Sylvie? C'est Sylvie, hein? Oui. Marie? Je vois bien comment organiser les activités que vous nous avez proposées avec une personne. Mais comment peut-on faire quand on est, par exemple, dans une après-midi détente avec plusieurs personnes? Ce sera très difficile, je ne vous le cache pas. Pourquoi? Parce que le collectif pour la personne avec Alzheimer n'est pas forcément porteur, dans la mesure où la relation avec les autres, elle n'est que difficile à fixer. Donc il est évident que si vous avez 5 personnes et vous commencez à faire sentir, comme on l'a fait l'expérience du citron, etc., est-ce que l'autre, déjà, le dernier, hein, ne serait-ce que même du deuxième peut-être, hein, a-t-il perçu cette information-là, etc. Donc c'est plus difficile. Alors quand c'est du visuel pur, peut-être qu'on peut travailler à 2 ou 3, hein, pour essayer sur quelque chose qui est rond. Enfin rond, j'entends la table ou comment dirais-je, le lieu sur lequel on va faire les présentations, parce que l'aspect, le dimensionnel rond ou regroupé nous permet les échanges du regard. Si je suis en ligne, évidemment, je ne sais pas ce qui se passe à l'autre bout. Donc, en effet, c'est plus difficile. Par contre, dans un premier temps, pour stimuler, si vous avez plusieurs personnes, pas trop nombreuses, mais plusieurs personnes, et que, par exemple, vous travaillez sur des images, sur des choses à toucher, hein,
Donc vous pouvez faire une sorte de petit chemin de table. Vous savez, enfin moi personnellement je travaille énormément sur mes capacités de couture ou de choses comme ça. Je fais un long serpentin ou je le fais rond, peu importe le dispositif que j'aurai. Ou alors vous savez sur ces plateaux qui tournent là, les plateaux de présentation de fromage, hein, et bien à ce moment-là on peut en prendre un et puis on va mettre comme des barres de tarte mais sous forme de revêtement tactile. Hein. Et là à ce moment-là on peut tourner, puis celui qui a quelque chose en face de lui, on touche et puis on peut évoquer ou pas. D'accord ? Le risque que l'on a dans ces cas-là, c'est peut-être d'attendre quelque chose de formel. Parce que nous sommes dans le formel, nous sommes dans une société qui nous demande des réponses, etc. La simple évocation du tissu, souvent, c'est... Alors, on ne va pas les laisser s'enfermer dedans, donc c'est pour ça que c'est rigolo de changer ou de tourner. Mais voilà, on va... Ah oui, c'est pas du tout la même chose que vous aviez tout à l'heure. Là, on est sur de l'éponge. Tout à l'heure, c'était un petit peu, peut-être, vous savez, le revêtement sans être agressif, bien sûr, hein, mais les grattoirs d'éponge, là, ça, c'est beaucoup plus, voilà. Puis après, il y a l'éponge, il y a toutes les sortes de tissus ou de matières. Et à ce moment-là, déjà, vous pouvez travailler avec eux. On ne va pas leur demander une dissertation sur ce qu'ils sont en train de toucher, mais simplement regarder l'éveil que cela génère dans leur regard. D'accord ? Donc, oui, Est-ce que ça vous semblerait pertinent qu'on fasse, dans le cas d'une présence multiple, oui. Et les jours où il y a suffisamment de bénévoles pour ça, oui, de faire des duos et de faire simultanément les mêmes activités? Est-ce que ça risque de... Alors, voilà, alors ça peut gêner l'attention et surtout, chacun, comme je vous l'ai dit au départ, a une capacité sensorielle plus définie que d'autres. Donc en fait, c'est tellement personnalisé que ce serait, à mon sens, peut-être illusoire de penser que toutes les personnes qui sont là ici en même temps sont plus appétentes au niveau de l'auditif, de l'olfactif ou du tactile. Donc justement, si on fait des duos, on peut plus... Voilà, dans ces cas-là, on peut faire des petits coins où on va travailler sur ce genre de matériel-là. Alors, on peut aussi faire des changements, c'est-à-dire qu'on peut faire des ateliers, là, ici, c'est le tact, là, ce sera l'olfaction, et là, mais j'inviterais, dans ces cas-là, il me semble, après, c'est tout à fait personnel, je pense qu'il faudrait que ce soit la même personne qui l'accompagne sur les différents ateliers. Pour pas que la représentation d'une autre personne soit perturbante, pas forcément très négative, mais il faut que j'étudie, qui c'est ça? Oh, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, elle a des lunettes bleues aujourd'hui, tiens, l'autre jour elle avait ça, et alors le sensoriel il est parti, enfin lui il le fait son sensoriel, mais pas dans le canal que vous aimeriez lui faire faire. Donc l'idée ce serait à mon sens peut-être de faire des petits voyages sensoriels, mais toujours accompagnés de la même personne, de son bras, de sa bienveillance, de son regard, puisque le regard sert d'appui, on l'a vu aussi tout à l'heure. Donc voilà. Une dernière question. C'est juste, comment pensez-vous pouvoir attirer l'attention quand on a plusieurs personnes autour d'une table? Comment ramener l'attention pour que chacun puisse être attentif à ce qui va se passer? Alors, comme je l'ai dit, bon, si on dépasse le cadre de 2 ou 3 personnes, à ce moment-là, peut-être faut-il pour chacun le même support. D'accord? Si je vous présente le citron, à ce moment-là, j'en ferai 4 ou 5. Oui, plus précisément pour faire que le calme arrive, parce que souvent les personnes se parlent, la parole s'entrecroise, donc quelque part pour ramener un temps d'attention, mais d'une manière gentille, pas en claquant dans les mains comme un instituteur. Quelque part, on a besoin de solliciter leur attention à tous en même temps. Ouais. Dans ces cas-là, soit vous utilisez un petit code, vous allez instaurer un système de petits codes, un petit bol tibétain, une petite sonnette, alors pas taper dans les mains comme un instituteur, mais peut-être utiliser quel que soit. Et ça voudra dire toujours attention, on écoute. Très bonne idée. Très bonne idée. Attention, on écoute. Et puis laissez-les parler parce qu'ils ont peut-être des choses à papoter et que tant que vous ne leur aurez pas laissé ce temps-là, vous n'aurez pas la paix parce que sinon il faudra que ça papote. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.